Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Ce matin, l'Iran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz. Hier, Trump a publié « Thank you » en lettres majuscules. Les marchés ont bondi. Le pétrole a reculé. Toutes les chaînes disaient la même chose. Accord conclu. Fin de la guerre. L'Amérique gagne. Ils se sont trompés en 24 heures. Dans la méthode Trump, on hisse d'abord la bannière, puis on s'attend à ce que la réalité vienne saluer ensuite. Et le mot utilisé par l'Iran pour décrire le blocus américain n'était pas pression militaire. Ce n'était pas non plus une guerre économique. C'était de la piraterie, un vol maritime. C'était leur mot exact. Des navires ont fait demi-tour dans le golfe Persique. Un pétrolier a complètement disparu des radars, cessant entièrement de diffuser sa position. 5 navires grecs et indiens se sont dirigés vers le détroit avant de faire demi-tour avant d'y arriver. Et le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a annoncé publiquement que son doigt était sur la gâchette et que ses forces étaient en état d'alerte maximale. Ce qui s'est produit en 24 heures n'avait rien d'aléatoire. L'accord s'est effondré pour des raisons structurellement visibles et presque personne dans les médias grand public ne l'a vu venir. Je n'ai pas vu venir parce que j'aurais eu de la chance ou parce que j'aurais une source en Iran. Je l'ai vu parce qu'il existe un cadre structurel qui rend cette situation complètement prévisible. Et une fois que ce cadre est exposé pleinement et clairement, avec les chiffres réels, ce qui se passe dans cette guerre devient beaucoup moins confus. Le prochain mouvement devient visible avant même que les présentateurs ne le rattrapent. C'est généralement le problème d'une politique mise en scène comme une émission de télévision. Les caméras partent avant l'arrivée des conséquences. C'est là que la couverture médiatique grand public a échoué ce matin, complètement et de façon prévisible. Chaque présentateur, chaque panel, chaque segment de dernière heure posait la même question. L'Iran acceptera-t-il l'accord américain avant l'expiration du cessez-le-feu? C'est la mauvaise question. C'est aussi ce qui arrive quand une négociation est racontée comme un rassemblement électoral au lieu d'être lue comme un bilan comptable. Cette question suppose que l'issue dépend du seul choix de l'Iran. Elle suppose que la pression maximale finira forcément par faire plier l'Iran, que la douleur deviendra si insoutenable que l'Iran prendra le téléphone et dira « Très bien, nous acceptons vos conditions ». La bonne question, celle qui explique réellement ce matin, est différente. Comment un pays bombardé pendant 50 jours consécutifs, dont le guide suprême a été tué dès le premier jour de la guerre, dont la Banque centrale a averti en privé que la reprise économique pourrait prendre 12 ans, dont la monnaie a perdu 15% de sa valeur en un seul mois, peut-il refermer avec assurance le passage pétrolier le plus crucial du monde et qualifier l'armée la plus puissante du monde de pirates? Qu'est-ce qui maintient l'Iran debout? Ce ne sont pas les missiles iraniens. Les tirs de missiles ont chuté de façon marquée durant la dernière semaine des combats par rapport à la première. Les frappes américaines ont frappé durement. Les dégâts sont réels et documentés. L'économie iranienne subit la pression extérieure la plus intense de toute son histoire. Sanctions, blocus, bombardements, les trois simultanément. La vraie question est donc de savoir pourquoi l'Iran continue à faire ses propres choix. La réponse n'a rien à voir avec l'entêtement iranien, ni avec l'idéologie iranienne, ni avec la capacité militaire iranienne. La réponse est structurelle. Et cette structure a été bâtie par quelqu'un d'autre entièrement au cours d'une décennie dans un silence presque total. Un seul mot l'explique, la Chine. Pas la Chine comme titre de manchette, pas la Chine comme élément de langage diplomatique. La Chine comme architecture économique, un système délibéré, patient, invisible, conçu précisément pour que, si ce moment arrivait un jour, si l'Amérique essayait d'utiliser un blocus pour faire s'effondrer économiquement l'Iran, l'Iran ait juste assez d'oxygène pour continuer à respirer à ses propres conditions. C'est la partie embarrassante pour une politique étrangère fondée d'abord sur les slogans. Les systèmes invisibles se moquent du volume du pupitre. Ce système a un nom. Je l'appelle la décennie du silence. Tout commence en 2018. C'est l'année où Trump a retiré l'Amérique de l'accord nucléaire de 2015 et réimposé des sanctions de pression maximale contre l'Iran. Washington a célébré. L'Iran s'est débattu. Et la Chine est devenue très très silencieuse. Pas diplomatiquement silencieuse, pas politiquement silencieuse, structurellement silencieuse. La Chine a fait un calcul froid, non par amitié, non par idéologie partagée, mais par pur intérêt stratégique. La Chine importe environ le tiers de tout son approvisionnement national en pétrole par le détroit d'Ormuz. Le tiers de l'énergie qui fait tourner les usines chinoises, ses villes, son armée, son économie. Tout cela passe par un corridor de 33 km que l'Amérique a historiquement contrôlé. La Chine a regardé cette réalité et a pris une décision. Si l'Amérique armait un jour pleinement ce contrôle,
Si elle utilisait un blocus pour couper les exportations pétrolières iraniennes et démontrait ainsi qu'elle pouvait allumer et éteindre le système énergétique mondial, la Chine deviendrait vulnérable de façon permanente et structurelle, dépendante de la bonne volonté américaine pour sa propre survie économique. La Chine a décidé qu'elle ne permettrait jamais que cette dépendance devienne une arme utilisée contre elle. Elle a donc construit discrètement un système de secours, couche par couche, pendant une décennie. Et ce système comporte 4 couches distinctes qui expliquent ensemble tout ce qui se passe en ce moment. Première couche, briser l'étranglement du dollar. Les sanctions américaines reposent sur un mécanisme principal, le réseau financier SWIFT. SWIFT est le système mondial de messagerie qui relie les banques et permet les paiements internationaux en dollars américains. Si l'Amérique vous coupe de SWIFT, vous ne pouvez plus recevoir de virements. Vous ne pouvez plus payer vos importations. Votre commerce meurt. Le financement de votre armée se tarit. Votre économie se contracte rapidement. Le premier mouvement de la Chine a été de contourner complètement SWIFT pour les achats de pétrole iranien. La Chine a commencé à payer le brut iranien en yuan chinois. Des transferts directs en yuan entre des banques d'État chinoises et des comptes iraniens par des canaux bancaires parallèles qui ne touchent jamais au système du dollar. Pas de SWIFT, pas de visibilité américaine, pas de levier américain. L'Iran est payé. L'argent circule. L'Amérique ne peut pas l'intercepter, ne peut pas le geler, ne peut pas s'en servir comme point de pression. Une conférence de presse sur les sanctions peut sembler très musclée jusqu'au moment où quelqu'un construit un détour autour d'elle. À lui seul, ce mouvement a maintenu en vie les revenus pétroliers iraniens pendant des années de sanctions de pression maximale. Pas à plein volume, pas au prix d'avant-sanctions, mais en vie. Assez pour financer les opérations de l'État, assez pour faire fonctionner l'armée, assez pour éviter le genre d'effondrement budgétaire que les sanctions sont censées provoquer. Deuxième couche, la flotte fantôme. La deuxième couche est plus complexe et franchement plus étonnante. Le réseau de pétroliers chinois, que les analystes du renseignement occidental appellent la flotte fantôme, a passé la majeure partie d'une décennie à développer et à perfectionner des techniques pour déplacer le pétrole iranien de façon totalement invisible dans les routes maritimes mondiales. Voici comment cela fonctionne. Les navires transportant du brut iranien coupent leur transpondeur AIS, le système d'identification automatique qui diffuse la position, l'identité et la destination d'un navire vers les réseaux de suivi par satellite. Le navire passe dans le noir. Il disparaît des systèmes commerciaux de suivi. Il rejoint ensuite un point convenu d'avance, généralement dans les eaux internationales près de la Malaisie ou dans l'océan Indien, où a lieu un transfert de navire à navire. Le brut iranien est pompé d'un navire vers un autre. Le navire récepteur navigue sous le pavillon d'un troisième pays, et parfois d'un pays enclavé sans littoral, sans marine, sans navire, choisi uniquement pour brouiller la propriété. Le pétrole est ensuite réétiqueté. Le brut iranien devient sur papier du brut malaisien. Il est livré à une catégorie de raffineries chinoises appelées TIPO, de petits transformateurs indépendants, spécialement configurés pour traiter du pétrole sous sanctions sans exigence documentaire, sans les cadres de conformité que doivent maintenir les grandes raffineries d'État. Le pétrole entre en Chine. Les papiers disent Malaisie. L'origine réelle n'est jamais consignée. Et voici le chiffre qui rend cela impossible à écarter. Les registres douaniers officiels de la Chine montrent 0 importation de pétrole en provenance d'Iran depuis 2022. 0. Mais les importations chinoises déclarées de brut malaisien ont atteint 3 millions de barils par jour l'an dernier. La production pétrolière totale de la Malaisie, chaque baril pompé dans chaque champ du pays, est inférieure à 600 000 barils par jour. La Chine importait plus du double de toute la production malaisienne sous l'étiquette de brut malaisien. Cet écart, soit environ 700 000 barils par jour, était du pétrole iranien portant une étiquette malaisienne, acheminé par un réseau logistique fantôme construit par la Chine, complètement invisible à l'application des sanctions américaines. Le système n'a pas simplement fonctionné, il a fonctionné à l'échelle industrielle pendant des années. C'est là que le numéro du Nous contrôlons tout se heurte à un tableur et perd tranquillement la discussion. Troisième couche, le coussin de réserve. Pendant que la flotte fantôme maintenait les revenus pétroliers iraniens, la Chine construisait simultanément un autre type d'assurance. Au cours des 2 années précédant cette guerre, la Chine a discrètement acheté du brut iranien et russe à des prix fortement réduits, les 2 pays vendant à rabais parce que les sanctions limitaient leurs options d'acheteurs, puis la stocker dans des réserves stratégiques. Au moment où la première frappe américaine a touché le territoire iranien, la Chine disposait d'environ 1-2 milliards de barils de brut en stockage stratégique. Ce chiffre est énorme pour comprendre ce qui s'est passé lorsque le détroit d'Ormuz a été fermé.
Quand le détroit a été fermé, les prix mondiaux du pétrole ont grimpé au-delà de 120 $ le baril. L'Europe s'est affolée. L'Agence internationale de l'énergie a émis des avertissements sur des pénuries de carburant d'aviation dans les semaines suivantes. Les routes maritimes étaient recalculées dans l'ensemble du marché mondial de l'énergie. L'économie chinoise a continué d'avancer sans interruption. Ses raffineries ont tourné à capacité normale. Ses prix des carburants sont restés stables. Sa production industrielle n'a pas ralenti, parce que la Chine disposait déjà de 4 mois de couverture complète d'approvisionnement, entreposée avant même que le premier coup de feu ne soit tiré. Le choc énergétique que l'Amérique avait conçu pour dévaster l'économie iranienne et pousser ses dirigeants à des concessions ne s'est tout simplement pas transmis en douleur économique chinoise. L'Amérique serrait l'étau. La Chine s'était déjà protégée. Et, ce faisant, elle a protégé l'acheteur le plus important de l'Iran contre les conséquences de la guerre, ce qui voulait dire que la pression sur l'Iran allait forcément être moins totale que ce que Washington avait calculé. Il s'avère que l'expression pression maximale est un peu moins magique quand l'autre camp a déjà lu le scénario et acheté l'assurance. Quatrième couche, des yeux en orbite. La quatrième couche est celle dont on parle le moins dans la couverture occidentale grand public, et c'est peut être la plus importante sur le plan stratégique. À la fin de 2024, le corps des gardiens de la révolution islamique de l'Iran a discrètement acquis un satellite chinois, le Tuan-B, fabriqué par l'entreprise chinoise Earth Eye, lancé depuis le sol chinois. Résolution de 0,5 mètres par pixel. Cela signifie qu'il peut distinguer des véhicules individuels depuis l'espace. Il est 10 fois plus précis que le meilleur satellite national iranien. En ce moment, ce satellite passe au-dessus de la base aérienne Prince Sultan, en Arabie Saoudite, au-dessus du quartier général de la 5e flotte américaine à Bahreïn, au-dessus des positions avancées américaines disséminées dans la région. Il alimente les systèmes de frappe iraniens en images en temps réel et en données de ciblage. Combiné aux renseignements satellitaires russes qui transitent par un canal parallèle, il crée ce qu'un analyste militaire américain a décrit comme une zone s'étendant de 500 à 1000 miles autour de l'Iran, où, et voici la citation directe, « If you can be seen, you can be targeted ». L'Amérique ne peut pas abattre ses satellites sans déclencher une confrontation militaire directe avec la Chine. Les forces américaines dans la région opèrent donc sous une surveillance aérienne persistante assurée par des moyens orbitaux chinois, ces données alimentant directement les systèmes de ciblage iraniens. Et l'Amérique n'a aucune option militaire propre pour y mettre fin. Voilà la décennie du silence. 10 ans d'architecture de paiement, de logistique fantôme, de réserves stratégiques et de surveillance orbitale. La Chine n'a jamais tenu de conférence de presse sur tout cela. Elle n'a jamais signé de traité public avec l'Iran à ce sujet. Elle n'a jamais annoncé de partenariat de défense ni d'alliance militaire. Elle a simplement construit, silencieusement, échelon après échelon, jusqu'au matin où le blocus américain a tenté de mettre l'Iran à genoux et a découvert que la fondation sous l'Iran n'était pas iranienne du tout. Elle était chinoise. C'est ce qui arrive généralement quand un camp construit une infrastructure et que l'autre continue de prendre les lignes d'applaudissement pour du levier réel. La meilleure version de l'argument américain, c'est que l'Amérique a réellement bien compris. Cette analyse n'a de valeur que si elle est honnête. L'argument américain de la pression n'est pas vide. Les chiffres qui le soutiennent sont réels. La monnaie iranienne a perdu 15% de sa valeur en un mois. Les tirs de missiles ont diminué pendant la dernière semaine de la guerre par rapport à la première semaine, un indicateur réel d'épuisement des stocks sous des bombardements soutenus. Le blocus a physiquement refoulé plus de 10 navires qui tentaient de transiter par la mer d'Arabie. L'Amérique a élargi son autorité d'arraisonnement pour couvrir une vaste portion des eaux internationales. Le secrétaire à la Défense, Exet, a confirmé au Pentagone que l'Amérique se réarme activement avec une puissance de feu supérieure à celle qu'elle avait au début de la guerre. Trump a mis 20 milliards de dollars sur la table en avoirs iraniens gelés. L'Iran en demandait 27 milliards. L'Amérique était partie de 6 milliards. Les négociations avançaient. De vrais mouvements, de vrais chiffres, de vrais diplomates dans la même salle. Même là, le discours de vente continuait à sonner comme si le communiqué avait déjà vaincu la géographie, la logistique et le temps. Et historiquement, les campagnes de pression ont forcé des capitulations. La Libye a abandonné son programme d'armement en 2003 sous une pression américaine soutenue. L'Afrique du Sud a mis fin à l'apartheid après une décennie de sanctions internationales. La douleur, appliquée avec assez de constance et assez de durée, a déjà brisé des gouvernements. L'idée que la pression maximale produit des résultats n'est pas une fantaisie. Elle a des précédents. Mais voici l'erreur critique enfouie dans cet argument. Elle confond la douleur et l'effondrement. Ce sont deux conditions entièrement différentes et la distance entre les deux est précisément ce que l'architecture chinoise a été conçue pour créer. La douleur signifie qu'un pays souffre.
L'effondrement signifie qu'un pays ne peut plus prendre ses propres décisions. Il est forcé d'accepter les choix de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a plus d'option. Les systèmes de paiement chinois, la flotte fantôme, les réserves stratégiques et le réseau satellitaire n'ont pas empêché l'Iran de ressentir la douleur. L'Iran souffre réellement en ce moment. Ce qu'ils ont empêché, c'est la conversion de cette douleur en effondrement. L'Iran a encore assez d'oxygène économique pour décider quand ouvrir Hormuz, quand le fermer, quand participer à des négociations et quand s'en retirer. Cette capacité de décision, cette marge restante de choix stratégiques, voilà ce que la Chine a passé une décennie à préserver. Trump a passé 50 jours à essayer de forcer l'Iran à prendre une décision. Ce matin, c'est l'Iran qui a pris la sienne. Voilà le problème quand on joue la domination devant les caméras. L'autre camp obtient quand même son tour une fois les caméras parties. Le cessez-le-feu expire dans 3 jours. Il n'y a pas de date confirmée pour un second cycle de négociations. Le président du Parlement iranien a déclaré publiquement que les futures règles du détroit d'Ormuz seraient déterminées sur le champ de bataille. Trump dit que l'Iran a tout accepté. Le ministère iranien des Affaires étrangères affirme que les déclarations de Trump sont fausses. Des navires font encore demi-tour dans le golfe Persique en ce moment même. Voici où la structure pointe ensuite. Scénario 1. L'accord. Avant mardi, l'Iran calcule que 20 milliards de dollars d'avoir débloqués, combinés aux dommages économiques déjà absorbés, franchissent désormais le seuil où accepter les conditions coûte moins cher que continuer. Les deux camps parviennent à un cadre avant l'échéance du cessez-le-feu. Trump annonce une victoire, l'Iran annonce qu'il a défendu sa souveraineté. Et, enfoui dans les petits caractères, une clause prévoit que les navires doivent se coordonner avec les forces navales iraniennes avant le transit. Les navires suivent des routes désignées par l'Iran dans le détroit. Des navires du CGRI restent présents dans la voie navigable. L'Amérique appelle cela liberté de navigation, l'Iran appelle cela navigation gérée. Les deux décrivent la même réalité physique avec des mots différents. L'Iran abandonne l'optique. Il garde la substance. Autrement dit, le titre peut porter un smoking pendant que la concession réelle sort discrètement par la porte arrière. Cette voie est réelle. Le canal diplomatique Pakistan, Turquie, Égypte, Arabie Saoudite travaillent activement vers exactement ce résultat depuis des semaines. Scénario 2, le cessez-le-feu s'effondre. Pas d'accord. Mardi passe. Les bombardements reprennent. Mais la deuxième manche est structurellement différente de la première. Pendant le cessez-le-feu, des images satellites de Kane Base ont montré des chargeuses frontales et des camions-bennes travaillant jour et nuit pour dégager les débris à l'entrée des tunnels que les frappes aériennes américaines avaient tenté de sceller en effondrant les accès de montagne. La Chine a fourni des tunneliers spécialement conçus pour aider l'Iran à dégager ces passages bloqués. La moitié des lanceurs de missiles iraniens restent intacts, enfouis profondément, endommagés dans certains cas mais pas détruits. Les envois russes d'aide humanitaire comprenaient des technologies essentielles à la reconstruction d'une défense aérienne intégrée. L'Iran a utilisé la pause du cessez-le-feu exactement comme prévu. Il a absorbé la première vague, a déblayé pendant la pause et se positionne pour un deuxième tour. La deuxième manche pourrait coûter à l'Amérique beaucoup plus cher que la première, en argent, en capital politique et potentiellement en pertes humaines. Les guerres ont tendance à manquer de respect envers quiconque traite la première phase comme une publicité de campagne et la deuxième comme une arrière-pensée. Scénario 3, le gel lent. C'est l'issue que la Chine cherche activement à produire. La Chine est en contact diplomatique quotidien avec les deux parties tout au long de ce conflit. Wang Yi a appelé directement le ministre iranien des Affaires étrangères, Iraqi. Cet appel a produit l'annonce iranienne d'une ouverture temporaire d'Ormuz. Lavrov s'est envolé vers Pékin et a rencontré Xi. Ils ont confirmé publiquement que leurs relations demeuraient inébranlables au milieu de toutes les tempêtes. La Chine et le Pakistan ont conjointement soumis aux deux parties un cadre de paix en 5 points. La Chine n'a pas besoin d'un vainqueur. La Chine a besoin de 3 choses. Un Hormuz stable, un Iran survivant et une inscription permanente dans le dossier historique, visible pour tous les gouvernements de la planète, montrant que le blocus américain n'a pris fin que lorsque le ministre chinois des Affaires étrangères a passé un coup de fil. Si la Chine peut produire un cessez-le-feu prolongé, qui devient graduellement, silencieusement permanent, sans jamais être formellement appelé traité, sans jamais être signé lors d'une cérémonie publique, cette issue sert mieux la position de long terme de la Chine que n'importe quel autre résultat. Ce qu'il faut surveiller, c'est ce que Pékin ne dira pas dans les prochaines 72 heures. Dans ce conflit, le silence de la Chine a constamment été le signal diplomatique le plus bruyant. Pris dans leur ensemble, tous ces éléments mènent à une conclusion. L'Iran a de nouveau fermé le détroit d'Ormuz ce matin. En 24 heures, il a confirmé tout ce que le cadre structurel avait prévu. Non parce que l'Iran est plus fort que l'Amérique. Il ne l'est pas selon aucune mesure militaire conventionnelle,
mais parce que la Chine a passé 10 ans à s'assurer que la puissance militaire américaine, aussi écrasante soit-elle en termes bruts, ne puisse pas être convertie dans l'issue précise que l'Amérique essayait d'imposer. Des systèmes de paiement hors dollar. Une flotte fantôme déplaçant chaque jour des centaines de milliers de barils pendant que les registres officiels n'indiquaient rien. Des réserves stratégiques qui absorbent entièrement le choc énergétique. Des satellites observant depuis l'orbite les bases américaines. Des tunneliers expédiés pendant le cessez-le-feu. Des vols cargo atterrissant en Iran avec des armes évaluées à des milliards de dollars. Et Trump a écrit une lettre polie à Xi. Xi a répondu en disant essentiellement qu'il ne ferait pas cela. Rien ne vieillit plus vite qu'un scénario de chef fort au moment précis où une autre capitale refuse de réciter les lignes qu'on lui avait assignées. Ce n'est pas de la prophétie, ce n'est pas de l'idéologie. C'est de la théorie des jeux appliquée à l'histoire structurelle. Le cessez-le-feu expire dans 3 jours. Le Parlement iranien dit qu'Ormuz appartient au champ de bataille. Des navires font encore demi-tour dans le golfe Persique en ce moment même. Et, dans une salle de briefing quelque part à Pékin, parmi des gens qui ont passé une décennie à concevoir exactement ce moment, personne n'est surpris. Voilà ce qui arrive quand un camp joue une partie sur 10 ans et que l'autre joue sur Twitter. Et Twitter, comme toujours, excelle à déclarer la victoire sur des réalités qu'il n'a pas encore rencontrées. La décennie du silence ne s'est pas terminée avec cette guerre. La Chine construit déjà la couche suivante. Et lorsque la prochaine crise arrivera en mer de Chine méridionale, autour de Taïwan, dans le prochain pays que l'Amérique tentera de soumettre par la pression, l'architecture sera déjà en place. La seule vraie question est de savoir si quelqu'un à Washington la verra venir cette fois-ci. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt.